Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions parce que le slogan de Outils du Manager, c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur le management sans jamais oser le demander. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Comment ça va aujourd'hui ? Super bien. Je pars tout à l'heure pour le Luxembourg. J'ai un séminaire demain. Et au total, dans cette entreprise qui s'appelle Circuit Foil, j'aurais formé entre 90 et 95 managers. J'ai perdu le compte. Mais pour l'instant, je suis dans mon bureau, toujours en face du Mont Cassel. Et la vue est magnifique. Il fait un temps vraiment formidable. Et on voit au loin le Mont Cassel embrumé. C'est vraiment extraordinaire. Wow. Voilà pour où je suis. Et toi, tu es chez toi, là ? Oui, moi, j'habite une ferme. D'un côté, c'est les bureaux. De l'autre côté, c'est la maison. Et je suis côté maison. Et il fait très beau aussi chez moi. Bon, et ben voilà pour ce qu'on dit du Nord et du climat du Nord. On a réglé son compte à cette légende. Et puis, sinon, je vous donne toujours des nouvelles sur la formation. Donc, je viens de finir un nouveau module sur la délégation. J'ai fini de l'écrire. Maintenant, il faut que je l'enregistre. Et donc, il va être mis en ligne sur la plateforme de la formation dans les semaines qui viennent. Je vous rappelle que la formation, donc, c'est une formation en ligne qui s'appelle le Manager Essentiel, qui s'adresse à vous si vous voulez améliorer votre management. En ce moment, on est en lancement, puisque la formation n'est pas complètement finalisée au niveau écriture. Et donc, pendant toute cette période où je termine les derniers modules, vous pouvez avoir accès à la formation avec un prix de lancement préférentiel. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. J'ai fait une petite vidéo qui présente les choses, même si elle date un peu parce que la formation a un peu évolué depuis que j'en ai fait la présentation. Mais ça vous donnera une bonne idée. Je vous mets le lien en descriptif. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, c'est le prix de lancement, que vous pouvez prendre date dès maintenant en passant commande et la démarrer quand vous voudrez, puisque c'est vraiment une formation qui se fait en ligne. Donc, vous pouvez faire ça chez vous ou au bureau, en tout cas, si vous avez un ordinateur ou une tablette et une liaison Internet. Voilà pour les nouvelles. Ok, on y va ? Allez. Alors, je prends la première question. Bonjour, la question que je me pose est comment réorganiser ma semaine type pour intégrer les 1 à 1 tout en gardant du temps pour le reste de mon activité. En effet, je suis actuellement manager d'une équipe de 20 personnes. Ce que j'ai mis en place, avant de vous connaître, 1 à 1 une fois par mois, un point d'équipe 1 heure par semaine, avec les responsables de projet 6 personnes, un 1 à 1 de 30 minutes par semaine pour partager, évoquer leur projet. J'ai fait un calcul rapide et me lancer dans le 1 à 1 tel que vous le préconisez va m'obliger à trouver 2h30 de mon agenda déjà bien rempli. Auriez-vous un conseil ? Et si, pour ceux qui ne sont pas à des postes de responsables, je partais sur des 1 à 1 une fois toutes les 2 semaines, quelle serait la conséquence ? Cordialement, Frédéric. Alors, moi, j'éviterais clairement de faire des 1 à 1 à 2 vitesses, c'est-à-dire avec certaines personnes que je verrai une semaine et d'autres toutes les 2 semaines, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas parce qu'on a un poste à responsabilité qu'on a plus besoin de management, ou plutôt c'est pas parce qu'on n'a pas un poste de responsable qu'on a moins besoin de management. Et ensuite parce que, en général, faire le 1 à 1 tous les 15 jours, on a l'impression qu'on fait un gain, mais en réalité, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on programme un 1 à 1 tous les 15 jours au lieu de le faire de manière hebdomadaire, il est plus long. Et puis, il est beaucoup, beaucoup moins efficace. Et en plus, si jamais, par extraordinaire, le 1 à 1 doit sauter, on se retrouve avec un 1 à 1 toutes les 3 semaines, ou voire toutes les 4 semaines. Et là, ça devient très compliqué. Donc vraiment, j'essaierai de m'en tenir à un temps, à des 1 à 1 hebdomadaires avec toutes les personnes que vous voyez. Oui, j'avais oublié de préciser, d'ailleurs, il précise que dans ces 1 à 1 qu'il fait tous les mois, il fait des 1 à 1 d'1 heure. Donc, en effet, oui, c'est ça. Toi, tu dis non, il vaut mieux faire chaque semaine, mais une demi-heure, c'est bien plus efficace. Tout à fait. En fait, alors là, c'est 1 à 1 d'1 heure tous les mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop peu. Et encore une fois, c'est ce que tu viens de dire, une demi-heure toutes les semaines, ça fonctionne vraiment mieux. L'efficacité, elle est beaucoup plus élevée. Pourquoi ? Parce que la fréquence est plus élevée.
Et en matière humaine, c'est la fréquence qui fonctionne bien. La fréquence et l'intensité. L'autre réflexion que je voudrais faire, c'est que 2h30, finalement, ça paraît beaucoup, mais en réalité, c'est 6% du temps de la personne. Si on estime qu'il travaille entre 39 et 40 heures par semaine, ce qui est probablement le cas. Hein. Il est manager, il a beaucoup de personnes sous sa responsabilité. À mon avis, il est au-delà de ces heures-là, de manière réaliste. Et donc, 6% pour assurer son rôle de manager, franchement, c'est pas cher payé, d'après moi. Donc, ce que je lui conseille, c'est éventuellement de garder son point d'équipe, mais en fait, il faut inverser. C'est-à-dire faire un point d'équipe une fois par semaine et des 1 à 1 une fois par mois, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il faut faire. Moi, ce que je ferais à sa place, c'est que je ferais le point d'équipe un peu plus long éventuellement et je le ferais passer à une fréquence moins élevée. C'est-à-dire que je le mettrais, par exemple, tous les 15 jours ou éventuellement tous les mois. Ça, c'est pour la structure. Donc, prendre effectivement une demi-heure par semaine et par personne pour faire les 1 à 1. En revanche, garder le point d'équipe, mais en augmenter les intervalles. Et surtout, parce que c'est là aussi qu'on va faire la différence, développer l'autonomie de ces équipes. En fait, le temps qu'on investit dans un 1 à 1, il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte. Il ne faut pas que ce soit vu comme une dépense. Il faut que ce soit vu comme un investissement. Et donc, il faut orienter progressivement les 1 à 1. C'est ça qu'on apprend à faire en fait dans la formation pour développer l'autonomie de nos collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va faire moins de 1 à 1. Ça, on va toujours garder la fréquence d'une demi-heure par semaine parce que c'est indispensable pour un tas de raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. En revanche, tout le reste du travail qui aujourd'hui est fait par le manager, petit à petit, il va être fait par ses collaborateurs parce qu'il va orienter les 1 à 1 dans un premier temps sur la prise de confiance, puis ensuite par la prise d'autonomie, et puis ensuite sur l'affectation de tâches, et enfin sur la délégation. Et donc pour ça, on va utiliser un outil tout simple qui s'appelle l'outil de délégation automatique, qu'on va mettre en place assez vite après avoir développé la confiance avec nos collaborateurs. Puis on va utiliser un dispositif qui s'appelle dispositif ESAAD, avec 2 A. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Éliminer, simplifier, automatiser, affecter et déléguer. Et enfin, on va arriver à la délégation. Ça, c'est ce qu'on va faire avec nos collaborateurs. Et en parallèle, on va faire ce que j'appelle un recentrage opérationnel. C'est des grands mots, mais c'est quand même hyper simple. Ça veut dire qu'on va utiliser un tas de petits outils qui vont nous permettre, nous, de nous concentrer uniquement sur nos missions prioritaires. Parce qu'en fait, le grand paradoxe dans l'entreprise, c'est qu'il y a une infinité de tâches à faire et que le temps est limité. Donc, on va réellement limiter notre temps, c'est-à-dire qu'on va mettre des bornes à notre journée qu'on n'aura pas le droit de dépasser. Et tout ce qui dépasse ces bornes, ou tout ce qui est fait en dehors de nos missions qu'on aura déterminées, nos missions principales et nos priorités, ben on va essayer de le traiter. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on va commencer notre délégation et qu'on va commencer à se recentrer sur nos tâches essentielles à nous. Voilà. Donc, franchement, utiliser 6%, voire même jusque 15% de son temps à faire du management quand on est un manager, il n'y a rien d'aberrant. Mais pour réussir à faire ça, il faut compartimenter notre temps de management, c'est-à-dire qu'il n'aille pas au-delà de ces 10 ou 15%, et puis que sur le reste du temps, où là on est un contributeur individuel, on soit hyper efficace. Et pour être hyper efficace, il faut se focaliser sur l'essentiel, ne pas essayer de tout faire, c'est-à-dire ne pas essayer d'être parfait, mais d'être juste efficace. Et puis sur ce qu'on n'arrive pas à faire, soit l'éliminer, soit le simplifier, soit l'affecter, soit le déléguer, et pour ça il y a des méthodes. Voilà pour la réponse à Frédéric. Ok. Prochaine question. Je travaille dans une entreprise matricielle. Je voudrais bénéficier de vos précieux conseils sur comment interagir avec le personnel des autres départements, enabling function, pour obtenir un travail de leur part en sachant que je n'ai aucune autorité sur eux. Bon, là, clairement, en fait, ce qu'il faut écouter, c'est le podcast qu'on a fait sur... alors, ça s'appelait la gestion de projet selon outils du manager, que j'avais fait il y a un moment avec Laurie. Je pense que c'est un de nos meilleurs podcasts sur le sujet. Moi, on est intervenu, c'était avec toi d'ailleurs, il n'y a pas longtemps sur une entreprise qui s'appelle Business Decision, où on a parlé aussi de cette gestion de projet, qu'on a marié d'ailleurs avec le disque, où on a expliqué que dans une équipe, il y a des différents profils qu'il faut utiliser plutôt au début du travail, et puis d'autres qui sont plus forts pour finir le travail, enfin un tas de choses comme ça. Donc voilà, moi ce que je conseille à l'auditeur, c'est vraiment d'écouter ce podcast qui s'appelle la gestion de projet selon outils du manager.
Il me semble qu'on a un podcast qui s'appelle le 1 à 1 de chef de projet, mais je suis plus sûr. Il me semble, Et puis, ouais, il me semble. Et puis, il y a aussi l'interview sur le Scrum qu'on a fait avec Olivier Tellu, qui peut être assez éclairante, justement, sur le fait de devoir manager des gens sur lesquels on n'a pas d'autorité. En fait, quand on dit « j'ai aucune autorité sur quelqu'un », ça veut dire que hiérarchiquement, il n'est pas dépendant de nous. Donc, on n'a pas le pouvoir d'autorité, ce qu'on appelle le pouvoir du statut, mais c'est-à-dire du statut hiérarchique. Mais en fait, c'est pas grave, puisque nous, tous nos conseils, ils vont justement dans le sens où on utilise le moins possible ce statut hiérarchique et de plus possible un autre pouvoir qui est le pouvoir relationnel. Donc vraiment, les conseils qu'on donne en général, ils sont assez, la plupart, ils sont complètement valables dans le cas de figure que décrit l'auditeur. Mais s'il veut vraiment avoir quelque chose de plus précis, il faut écouter la gestion de projet selon l'outil du manager. Il est assez long, donc je vais pas tout détailler, mais en gros, il résume très très bien la philosophie du truc. On utilise les 1 à 1, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils n'ont que 2 parties, comparativement à un 1 à 1 hiérarchique où il y a 3 parties, et on utilise aussi le feedback, mais le feedback orienté vraiment sur le projet. Ok, prochaine question. J'ai choisi de remplir ce questionnaire trop tôt pour pouvoir répondre à cette question, malheureusement. Puis-je bénéficier d'un rain check ? Alors, je suis content que cet auditeur ait posé cette question parce que ça m'a appris un mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, un rain check. Donc, j'ai regardé, c'est une expression états-unienne qui provient de l'annulation des matchs de baseball. Avoir un rain check, c'est avoir l'assurance d'obtenir un nouveau billet pour le match annulé à cause de la pluie. Donc, en fait, ce que je pense que notre auditeur veut dire, c'est qu'il a été... En fait, il a dû remplir à un moment, on a fait une étude, un questionnaire qu'on a envoyé à peu près à je sais même plus, 400 managers, je crois, ou plutôt il y a 400 managers qui ont répondu. Et à la fin, c'était de dire, pour vous remercier d'avoir répondu au questionnaire, proposez-nous votre problème de management, puis on y répondra. Donc, je pense qu'il a été surpris. Il n'avait pas vraiment prévu de parler d'un problème, mais c'est pas grave. Il y a un répondeur sur le site, un répondeur vocal. Donc, vous allez sur le site et puis vous verrez qu'il y a un petit onglet orange à droite et il suffit de cliquer dessus et puis vous posez votre question et on y répondra sur le podcast. Ou si vous préférez la voix écrite, il y a aussi, je crois, un onglet sur le site qui s'appelle « Vos questions et nos réponses ». Et donc, la plupart du temps, on va plutôt répondre via les podcasts plutôt que par écrit sur le site, puisque c'est vraiment notre mode de communication privilégié. Donc voilà pour le rain check. Ok. En quoi vos idées sont différentes de Marc et Mike et pourquoi ? Alors Marc et Mike, c'est les fondateurs d'un podcast qui s'appelle Manager Tools, qui est américain et qui a fortement inspiré, en tout cas qui a vraiment contribué à lancer notre podcast à nous, Outils du Manager. Et ce que je voudrais dire par rapport à Marc et Mike, c'est que nos idées sont pas différentes. J'en ai déjà parlé je crois que c'était la dernière fois qu'on a fait un question-réponse, où j'ai expliqué qu'on a vraiment, sur le fond, des idées qui convergent complètement et on a beaucoup d'outils qui sont communs. Maintenant, on a des sensibilités et des vécus qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise, c'est vraiment mon métier de base. Et voilà, dans mes entreprises, j'applique ce que je dis dans mes podcasts. Et le fait de faire des podcasts, ça m'oblige, je dirais, à appliquer les choses dans mes entreprises. Donc, j'essaye d'appliquer le plus possible l'autonomisation de mes collaborateurs avec une certaine éthique et surtout avec beaucoup d'efficacité. C'est exactement ce que je préconise dans les podcasts. Alors qu'eux, ils ont plutôt un cursus. Alors, ils se sont rencontrés dans le cadre, ils étaient militaires. Et ensuite, Mark Rossman, c'est un consultant américain très, très prisé. Il a même conseillé et peut-être le fait-il toujours, je ne sais pas, mais des présidents américains. Et donc voilà, on n'a pas tout à fait le même cursus. Moi, je suis plus un chef d'entreprise qui est devenu consultant, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais alors que eux, c'est plutôt des gens qui étaient dans le consulting. Donc, c'est pas des divergences, mais je dirais la petite chose qui est différente, c'est qu'on met pas le curseur tout à fait au même endroit en termes de volume de travail et d'autonomie. Moi, vraiment, je porte l'accent sur le fait que le volume de travail, il doit vraiment être limité. Il faut réussir à, je dirais, être plus efficace, plus efficient et à se concentrer
sur les missions principales. Donc, je vais peut-être mettre le curseur un peu plus loin qu'eux dans ce domaine-là, c'est-à-dire avec un volume de travail inférieur. Et je vais aussi être plus large en termes d'autonomie, probablement, et moins fort en termes de contrôle sur le travail de nos managers ou de nos collaborateurs. Mais voilà, c'est une question de tempérament. Moi, je préconise même des absences du bureau quand on est chef d'entreprise pour permettre à nos collaborateurs vraiment de prendre leur place. Voilà. Mais vraiment, voilà, sur la pensée de base, tout ce qui est comportemental, etc. Le DISC, ils utilisent aussi l'outil DISC pour la communication. Le 1 à 1, la délégation, le coaching et le feedback, on est vraiment assez fortement en ligne. Il y a juste des choses où ils sont peut-être allés plus loin que moi, alors que moi, je suis allé peut-être plus loin, j'ai plus détaillé la partie délégation, par exemple. Et puis, nous, on a développé des outils un petit peu différents. Par exemple, la formation, cette formation en ligne qu'on propose. Eux, ils sont vraiment sur un mode conférence avec beaucoup de conférences dans tous les États-Unis. Moi, c'est moins mon mode d'action, ne serait-ce que parce que j'ai une entreprise dont je m'occupe. Nous, on a développé aussi le concept de flow, que eux n'ont pas tellement, dont ils parlent pas du tout. Et puis bientôt, on va vous présenter le Flow Plus. Je disais qu'on a développé un peu plus la délégation avec la délégation automatique. J'en parlais lors de la question précédente, le processus ESAD, faire une délégation mais avec un filet, c'est-à-dire en minimisant les risques, etc. Puis voilà, d'autres concepts dont je vous parlerai, le coaching qui est un petit peu différent de ce qu'il propose, ma fameuse courbe en queue de cochon que je vais finir par trouver le temps de vous présenter. Et puis moi, j'ai développé en plus des outils spécifiques pour le chef d'entreprise et l'organisation personnelle. Mais voilà, sinon on n'a pas vraiment de divergence, enfin on n'en a même pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas développé nos business tout à fait de la même manière, pour des raisons culturelles, puis simplement de préférence. Ok, prochaine question. Comment faire comprendre à mes collaborateurs que j'ai foi en eux et qu'on avance ensemble, alors que l'équipe a jusque-là eu l'habitude de fonctionner autrement ? Une vision personnelle du travail et pas globale. La seule manière de développer la confiance avec tes collaborateurs, en fait, c'est de passer du temps avec eux. Ça, c'est humain, c'est une règle humaine. Elle changera, je pense, jamais. C'est que nous, on est des êtres de communication. Et donc, la manière de développer la confiance avec des collaborateurs et puis de leur faire passer de nouvelles idées, etc., ça va être de passer du temps avec eux. Ce que je dis souvent, c'est que la confiance, c'est un peu comme un compte en banque. Il ne faut pas travailler à découvert. C'est-à-dire que faut d'abord donner du temps à nos collaborateurs avant de leur demander de dépenser leur temps pour nous. Et donc, vraiment, la première chose à faire, ça va être de passer du temps. Mais le paradoxe, c'est qu'en entreprise, on manque de temps. Et puis qu'on veut plutôt développer l'autonomie. Donc développer l'autonomie de quelqu'un, ça veut dire aussi le laisser seul pour qu'il puisse se développer. Et donc la clé, ça va être quoi ? Ça va être de compartimenter notre travail et en particulier à limiter notre temps de management, mais tout en s'assurant que ce temps de management, il est effectivement passé de manière équitable entre tous les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment l'outil 1 à 1. Dont on a déjà souvent parlé dans les podcasts et qui est vraiment le fondement de l'outil du manager et dont on parle aussi dans la formation. La clé du 1 à 1, ça va être la fréquence, c'est-à-dire qu'on va voir les personnes toutes les semaines. Elles vont être certaines qu'on va les voir réellement toutes les semaines puisque c'est un rendez-vous qui est fixé dans notre agenda et pendant une demi-heure. Mais ce sera une demi-heure assez intense parce qu'on sera l'un en face de l'autre sans aucune interruption. Et aujourd'hui, c'est très très rare d'avoir des moments en tête-à-tête avec quelqu'un sans interruption. C'est de plus en plus vrai, puisqu'on est de plus en plus interrompu par les réseaux sociaux, par le téléphone, par nos notifications, etc., etc. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va déléguer la confiance avec nos collaborateurs, tout en ne dépensant pas trop de temps, tout en étant capable de continuer à faire notre travail de contribution individuelle. Et puis, une fois qu'on aura établi cette confiance, c'est en agissant sur les comportements de nos collaborateurs, en faisant du feedback par rapport à ce qu'ils font, et c'est là qu'on va les faire changer, et donc c'est là que très concrètement, on va les faire évoluer dans leur manière de faire. Moi, je dis souvent, la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements.
Et donc là, on a vraiment un auditeur qui nous dit « Moi, je veux faire comprendre à mes collaborateurs qu'on doit changer de culture d'entreprise. » C'est ça qu'il nous dit. Mais la culture, ça veut rien dire dans une entreprise. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et donc, très clairement, le rôle du manager, ça va être d'influencer les comportements de ses collaborateurs d'une manière cohérente. Et ça, c'est l'outil feedback. Et puis ensuite, on passera à la délégation, etc., etc. Donc vraiment, la question, c'était comment leur faire changer leurs habitudes de fonctionnement, puisqu'avant, ils étaient sur une vision personnelle du travail et pas sur une vision globale. Ça va être d'abord en établissant la confiance, en utilisant l'outil 1 à 1, et une fois que la confiance est établie et pas avant, d'influencer sur leur manière de faire à l'aide de l'outil feedback. Okay. Et tout ça, c'est très concret, hein. Quand je parle de culture, je parle vraiment de culture d'entreprise, c'est-à-dire vraiment ce qu'on fait dans l'entreprise, la manière dont on travaille, etc., etc. Je souhaiterais développer une association sportive au niveau national et international. Quel modèle choisir ? Voilà ce dont je souhaiterais discuter avec vous. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas le modèle qui compte. Souvent, c'est un petit peu la petite erreur qu'on fait quand on veut changer les choses dans une entreprise ou avoir une entreprise performante, c'est de réfléchir à la structure qu'on va mettre en place. Est-ce que je vais mettre en place une structure matricielle ? Est-ce que je vais faire de l'entreprise libérée ? Est-ce que je vais travailler en cellules, etc., etc. Et pour moi, la chose importante à faire, déjà, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit dans l'entreprise. Donc là, notre auditeur, il est quand même dans une situation assez privilégiée, c'est qu'il va pouvoir choisir ses personnes. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est être extrêmement exigeant sur le recrutement. Les personnes qu'on va faire rentrer dans la structure. On a plusieurs podcasts qui parlent de ça, mais je dirais que celui qu'il faut écouter en priorité, ça s'appelle « Recrutement, mettez la barre haut ». Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas le modèle qui compte, ça va être le système de management qui compte. C'est-à-dire que dès le début, c'est bien d'avoir l'habitude des outils de management qui fonctionnent bien. Et donc, ce que je conseillerais à cet auditeur, c'est d'écouter le podcast qui s'appelle « Automatiser votre management », puisque c'est là qu'on explique pourquoi on conseille de mettre en place un système de management. Parce que c'est vraiment... et là, on donne tous les arguments. Et évidemment, le système de management qu'on met en place, je viens d'en parler dans la réponse précédente, c'est toujours le même. Hein. C'est mettre en place les 1 à 1, le feedback, la délégation, etc., etc. Et puis, je vais faire un podcast, j'espère qu'on aura le temps de le faire cette année, c'est mes conseils aux chefs d'entreprise, où là, je vais donner peut-être des conseils, je dirais, un peu plus pointus, justement, sur comment organiser le travail. Mais en gros, ce que je préconise, c'est qu'il y ait quand même une forme de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y ait réellement un manager, mais que chaque manager, en fait, dirige une cellule plutôt que d'avoir une organisation en silo. Donc, c'est assez simple, ce que je suis en train de dire, mais ce qui va faire que ça va bien fonctionner mieux qu'ailleurs, c'est vraiment le système de management que la personne mettra en place. Ok, on va prendre une dernière question. Auriez-vous des outils à me conseiller pour le management interculturel ? J'ai eu la chance de travailler en France, au Maroc, en Indonésie, et je suis maintenant installée aux États-Unis depuis 3 mois. J'attends mon permis de travail pour commencer à travailler. Super. Alors oui, j'ai un outil, un jeu d'outils très particulier à conseiller pour le management interculturel, c'est Outils du manager. En fait, pourquoi je dis ça ? En fait, c'est une boutade parce qu'évidemment, il y a des différences culturelles. Mais globalement, alors vraiment, là, pour le coup, Mark Horstman et Michael Ozin, ils ont une expérience plus importante que la mienne au niveau management international. Mais ce qu'ils disent et ce qu'ils répètent et ce qui est confirmé régulièrement, c'est qu'ils voient plus de différences culturelles ou plus de différences comportementales entre 2 entreprises qu'entre 2 pays. Ce que je veux dire, c'est que leur constat quand même de base, c'est que déjà les outils du manager fonctionnent quel que soit le contexte culturel. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une internationalisation de la manière de manager. C'est-à-dire quand on intervient dans d'autres pays, les outils, en fait, finalement, ils sont assez communs. Ça, c'est dû à la mondialisation du travail et des méthodes de travail. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tous les outils qu'on vous propose, ils sont applicables,
dans la limite des interdits culturels et religieux. Donc en fait, ce que je conseillerais à cette personne, c'est vraiment de se focaliser sur les interdits de la culture dans laquelle elle va intervenir, que ce soit d'ailleurs au niveau du pays ou de la religion. Il y a certaines choses, effectivement, qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est la limite. Et je veux dire, c'est trop général et trop large pour que je puisse détailler. Le mieux, c'est vraiment d'acheter un bouquin. En général, il y en a un là-dessus. Et puis de regarder et de mettre en parallèle, je dirais, ce que dit ce bouquin, pas forcément dans les conseils qu'il donne, mais dans les contraintes qu'il pose. C'est-à-dire que nos outils peuvent s'appliquer dans tous les contextes, que ce soit privé, public, quel que soit le pays, mais ils vont avoir certaines limites plus importantes dans certains contextes. Donc, voilà, mon conseil, c'est de dire la méthode Outil Manager, elle est toujours transposable et adaptable, et sa limite, ça va être tous ces interdits. Et en lisant un bouquin ou en regardant des émissions ou en se baignant dans la culture du pays où cette personne va intervenir, ce qu'il faut, c'est qu'elle détecte rapidement ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire ce qui est vraiment un interdit culturel ou religieux. Mais en dehors de ça, le reste, ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très bien. Ok, voilà c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur votre appli de podcast et à nous mettre 5 étoiles. Ça nous permet de remonter dans les classements. Et puis, si ça a répondu peut-être à des questions que vous ne vous posiez pas, mais dont vous pensez que quelqu'un dans vos connaissances se pose, vous pouvez partager le podcast. En général, il y a un bouton « Partager cet épisode ». N'hésitez pas à le faire. Ça augmentera le nombre de nos auditeurs. Et plus on est nombreux, et plus on sera visible. À bientôt. À bientôt. Au revoir.